Azul Flawan, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de littérature, d'exil, de migration et du peuple kurde. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir le grand écrivain kurde Fawaz Hussein. Fawaz Hussein, bienvenue à Berber Télévision. Merci Azul Flawan. Azul Fawaz, donc on va d'abord commencer par parler de ton nouveau livre qui sort le 2 juin 2016 aux éditions Le Serpent à Plumes. Alors c'est un texte où il y a plein de quêtes, où il y a de l'exil, de la douleur, de l'espoir, et ça se passe dans plusieurs pays. Ça se passe donc dans principalement 4 pays où les peuples kurdes existent, vivent ou survivent, se battent. Et donc, c'est soit en Iran, soit en Turquie, soit en Syrie, soit en Irak. Alors, pourquoi alors tous ces personnages aspirent un peu, d'une façon ou d'une autre, à partir ailleurs, Fawaz? Alors voilà, Youssef, je vous remercie pour la deuxième fois, de m'inviter pour la deuxième fois et de me donner l'occasion de m'adresser. Je t'en prie, hein, on peut se tutoyer. Hein. Voilà, on va se tutoyer. Oui, c'est une question très importante. Alors, avant de parler avant de dire pourquoi les gens quittent chez eux, se diriger comme ça par vagues vers l'Occident et vers les États-Unis. Alors, dans la première partie de mon livre, il y a 4 parties. La première partie, c'est un Kurde, il s'agit d'un Kurde de Turquie. La deuxième partie, c'est un Kurde d'Irak. Troisième partie, enfin troisième volet si vous voulez, oui. Troisième chapitre, c'est un Kurde d'Iran. Et la quatrième partie, c'est un Kurde de Syrie. Dans la deuxième partie, voilà, dans la première partie, l'histoire se déroule au Kurdistan, au Proche-Orient. Voilà. Dans la deuxième partie, mes personnages vont arriver en Europe. Un beau matin, ils vont arriver à Porte d'Orléans avec leurs passeurs. Alors, dans la deuxième partie, je procède autrement. Je commence par le dernier, ça veut dire par le quatrième, le troisième, le deuxième, et je finis par le premier. Comme ça fait une sorte de cercle. Et la boucle est bouclée, n'est-ce pas? La boucle exactement est bouclée. Et le titre du livre, tu l'empruntes un peu au grand poète français René Char, hein? Et donc en exergue, on lit cette belle phrase: la vitalité du poète n'est pas une vitalité de l'au-delà, mais un point diamanté, actuel de présence transcendante et d'orage pèlerin. Exactement. Alors, les orages pèlerins, qu'est-ce que ça peut vouloir dire alors? Alors, d'abord, j'adore René Char, je le suis depuis des années. Et alors ici, le mot pèlerin, c'est pas dans le sens religieux, pèlerin dans le sens étranger, en réalité. Oui. Orage pèlerin, si vous voulez, c'est la première acception du mot pèlerin, le premier sens, si vous voulez, c'est plutôt l'étranger. Orage pèlerin, ce sont ces 4 Kurdes qui arrivent à Paris, 4 orages étrangers qui vont chercher à s'exprimer, oui, à avoir une vie, parce que quand on quitte, je retourne à votre première question, pourquoi les gens quittent le Proche-Orient? Alors c'est vrai, depuis l'aube du temps, les gens se dirigent vers les endroits où il y a la richesse, et les gens quittent les endroits où il y a des problèmes, soit politiques, soit religieux, etc. On sait très bien pourquoi les gens... Bien sûr. Mes personnages quittent le Kurdistan, divisé et occupé, pour 4 raisons différentes. Je pense qu'on pourra développer ça après. Bien sûr, mais tu peux nous dire déjà, hein, on connaît certaines, hein, même si, vu l'actualité récente hein, du monde tourmenté, on parle souvent de ces pays-là, mais généralement les médias en parlent avec une certaine vitesse et souvent on ne comprend pas la réalité. Oui, la réalité déjà est trop complexe. Voilà. Trop complexe, surtout la réalité au Proche-Orient. Alors j'ai une phrase, j'ai envie de dire cette phrase. Oui. Partout dans le monde, quand il y a des problèmes, on essaie de les résoudre et on arrive plus ou moins à les résoudre. Quand il y a un problème au Proche-Orient, on n'arrive jamais à le résoudre. Il reste là pour l'éternité. C'est pour ça que tous les problèmes que nous connaissons depuis des centaines d'années, ils n'ont jamais été résolus. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'accumulation de problèmes. Il n'y a jamais de solution parce que tout simplement, je pense qu'on n'accepte pas l'autre. L'altérité, c'est un mot très difficile pour les gens du Proche-Orient, peut-être dans beaucoup de coins du monde. Mais quand on n'accepte pas l'autre, je pense qu'on aura toujours beaucoup de difficultés à vivre avec lui. Est-ce que, Fawaz Hussein, cette absence d'altérité, il y est d'une façon
ou d'une autre aux religions, Non, pas ou bien seulement. à l'interprétation intégriste des religions? La religion joue certainement un rôle très très important dans tout ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, mais il faut dire que, c'est-à-dire si le Proche-Orient maintenant vit cette guerre, ces haines, ce que j'ai dit aussi la dernière fois, maintenant ce qui se passe en Syrie par exemple, un chiite, iranien, pakistanais, afghan, libanais va se donner un rendez-vous contre plutôt un sunnite chiite, pardon, un sunnite afghan, pakistanais, turc, etc., et pour livrer combat sur le sol de la Syrie. Et ceux qui vont payer très très cher, bien sûr, Bien c'est toujours sûr. la population. Et quand je dis la population, je pense toujours au sort de ces femmes et de ces enfants. Alors, quand on voit les chiffres ces derniers temps, mais elles donnent le vertige. Bien C'est sûr, incroyable bien ce qui se sûr, passe en bien sûr. Syrie. Par exemple, 7,5 millions de Syriens, d'enfants syriens n'ont connu que la guerre. Il y a 4,5 millions de Syriens qui sont en exil, et ça veut dire Qui dans ont les autres pays. fui leur chez eux. Exactement. Alors, ils sont soit en Turquie, soit au Liban, soit bien sûr en Jordanie, et aussi il y a une grande majorité de réfugiés kurdes syriens qui se trouvent dans les camps de réfugiés au nord d'Irak, dans le Kurdistan autonome D'accord, d'Irak. on va y revenir, on va plonger un peu dans ce livre que je conseille à tous les téléspectateurs, hein. Franchement, c'est de la littérature, mais on apprend beaucoup de choses, hein. On apprend donc à saisir réellement comment ce peuple kurde se bat, hein, au quotidien. Donc, dans le premier texte, on est à Kotiya, donc c'est un village situé au sud-est de la Turquie, n'est-ce pas? Oui, exactement, oui, oui, c'est Et ça. alors, il y a un moulin, hein, c'est Voilà, si vous voulez, j'ai inventé cette Gondoro. histoire. Ça veut dire mes 4 personnages vont arriver, comme je vous ai dit, des 4 parties du Kurdistan, et j'ai donné à chacun les spécificités de son histoire ou de ses malheurs, si vous voulez. Oui, Voilà, oui, bien par sûr. exemple, le Kurde qui arrive de Syrie, et moi je connais mieux la situation des Kurdes en Syrie, bah, c'est un Kurde. D'abord, je lui ai donné un nom euh, spécial, il s'appelle Rostame Zal. Et Rostame Zal, dans la mythologie kurde et persane, Oui, qu'est-ce que ça veut... c'est le Hercule de la mythologie D'accord, d'accord, voilà, d'accord. occidentale et gréco-romaine, si vous voulez. Alors, il s'appelle Rostam Zal, en réalité, c'est le chevalier le héros le plus important, si vous voulez, dans notre mythologie. Oui. Et en Syrie, il est devenu un apatride, c'est un paysan, il vit dans cette petite ville d'Amouda. Le malheur que lui, il a eu, c'est qu'il a été défait de sa nationalité syrienne. Alors, il vit comme un apatride sur le sol de ses ancêtres. Et lui, quand il quitte la Syrie, vous m'avez posé la question pourquoi les gens viennent ici. Lui, il a 4 enfants. Il rêve d'arriver en France et d'une pluie où il y aura des passeports, des titres de voyage, des cartes d'identité et peut-être même des cartes bancaires. Bien, Pourquoi bien pas? sûr, parce qu'il Vous n'a pas voyez? eu Parce ça que chez toute lui. sa vie, il n'a Mais pas quand eu. même, Fawaz, hein, c'est quand même terrible de vivre sur le sol de ses ancêtres et de ne pas avoir de papier, de ne pas exister Exactement. Ben, légalement, il y n'est-ce a au pas? moins 200 000. Il y a eu. C'est une souffrance terrible, n'est-ce Exactement, pas? il y a eu un recensement en Syrie, c'était en 62. Un membre des services secrets qui était dans la région de Jazira, le bec du canard, il a envoyé une lettre à ses supérieurs en disant il se passe des choses très très dangereuses dans cette partie de notre chère Syrie. C'est anormal qu'il y ait tant de Kurdes dans cette région. Il faut absolument faire quelque chose pour les assimiler, les disperser, les chasser. Alors on a fait ce recensement spécifique. Et alors du coup, 120 000 Kurdes se sont trouvés à un moment d'un seul coup privés d'identité, de leurs papiers, etc. Alors ces gens-là, leur mariage n'est pas considéré comme un mariage légal. Ils ne peuvent pas travailler, ils peuvent pas devenir fonctionnaires.
ils peuvent bien sûr vivre plus ou moins comme... Cela est bien sûr un racisme, c'est un racisme d'État, n'est-ce pas? C'est sûr et certain, parce que ce recensement ne concernait que cette région et les Kurdes jusqu'à maintenant en payent le prix fort. Bien sûr. Alors voilà. Et peut-être c'est l'une des raisons qui font que la Syrie aujourd'hui éclate. Parce que le régime n'a pas été à la hauteur. Alors, il n'a pas installé un vivre ensemble consenti par toutes les populations, ce qui aurait été une richesse aussi. Alors voilà, maintenant la Syrie telle qu'elle est actuellement, on sait très bien comment elle est devenue comme ça. Oui. C'est la même chose pour l'Algérie, c'est la même chose pour le Maroc et pour beaucoup d'autres pays. L'Angleterre et la France, les deux grands vainqueurs de la Première Guerre mondiale, et avec le grand perdant qui était l'Empire ottoman, ils ont décidé de refaire la carte du Proche-Orient. Ils ont inventé des pays au fait. Ça, là, tu reviens à l'histoire, n'est-ce pas? La carte de la Syrie n'accepte pas. Vraiment, par exemple, moi, quand je parle de moi, la moitié de ma famille s'est trouvée avec cette frontière, avec la frontière aussi, elle est faite. En réalité, c'est quoi la frontière entre la Syrie et la Turquie? C'est seulement le chemin de fer qui va de Berlin jusqu'à Bassora en passant par Bagdad. Alors, le chemin de fer est devenu plus ou moins, oui, est devenu vraiment la frontière. Et du coup, la moitié de ma famille s'est trouvée de l'autre côté de la frontière, ça veut dire dans la partie nord de la ligne, et l'autre moitié s'est trouvée. Alors, la frontière qui est entre la Syrie et la Turquie, elle ne correspond pas à une réalité sociale, ni à la réalité des peuples, voilà. Bien sûr. Et pourtant, Fawaz, il eut un moment de l'histoire récente des peuples, où il y avait la possibilité d'un État kurde. Et cela a failli advenir, n'est-ce pas? Alors ça, c'était le traité de Sèvres et le traité de Lausanne. Ça, on retourne dans les années 1920 et 1923. Selon le traité de Sèvres, les Kurdes devaient avoir un État. Mais après, il y a eu des modifications en 1923 parce que du coup, la Turquie est devenue beaucoup plus forte et avec le chef Mustafa Kemal, ils ont fait une pression sur les forces pour tout simplement oublier le rêve des Kurdes, etc. Alors du coup, la République turque actuelle est née. Et la Syrie est devenue telle qu'elle est, comme nous la connaissons. La Syrie, l'Irak, la Jordanie. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tous ces pays-là qui sont des inventions de l'Occident, n'est-ce pas? Exactement, voilà, c'est ça. C'est une carte donc issue donc, de la volonté de ces puissances internationales. Exactement, pour des raisons purement économiques. Et, par exemple, le Kurdistan d'Irak devait être indépendant. Mais les Anglais ont tout de suite vu quand même qu'il y avait des gisements de pétrole très très importants dans la région. Alors en discutant avec les Français, ils ont annexé cette partie à l'Irak actuel. C'est pour ça, en réalité, il n'y a pas de continuité entre le nord d'Irak et l'Irak actuel. Voilà. Oui, mais pour l'Irak, depuis donc un moment, il y a une relative autonomie des Kurdes, n'est-ce pas? Ça, c'est depuis 1991. On sait très bien l'histoire de la région. Oui. Voilà, les Kurdes à la suite de l'intervention américaine. Voilà, mais malheureusement, depuis juillet 2014, avec l'arrivée de Daesh, de l'État islamique, les données ont changé, la situation a complètement changé. Alors, le gouvernement kurde d'Irak vivait dans une grande prospérité, mais maintenant, il y a beaucoup de fonctionnaires qui n'arrivent même pas à être payés. On n'arrive pas à payer les fonctionnaires. On n'arrive même pas à payer souvent aussi les soldats, les peshmerga, les combattants qui défendent la patrie. Mais comment se fait-il quand même il y a toujours du pétrole, n'est-ce pas? Il y a le pétrole. Et le pétrole est exporté, n'est-ce pas? Déjà, le prix a énormément baissé. D'accord, c'est suite à cela, d'accord. Voilà, le prix a énormément baissé. L'exportation est très très difficile parce qu'il faut passer par la Turquie et il y a toujours des problèmes.
Et en principe, les Kurdes d'Irak, ils ont un pourcentage. C'est sur les Oui. revenus du pétrole, je pense que c'est 17% du budget de l'État. Mais le problème, c'est que le gouvernement central de Bagdad n'arrive pas à payer les Kurdes. Et c'est pour ça que les Kurdes aussi font une pression en disant au gouvernement central d'Irak, si vous ne pouvez pas nous payer, en tout cas, laissez-nous exporter notre propre Nous-mêmes, pétrole. laissez-nous exporter le Voilà. pétrole nous-mêmes. On revient au livre quand même, donc Orage pèlerin, qui sortira le 2 juin aux éditions Le Serpent à plumes. Alors, le deuxième personnage, il est pas loin de Diyarbakir. Alors, c'est où Diyarbakir? Alors, le premier personnage, c'est le fils, il s'appelle Sino, Oui. c'est le fils de ce mot-là. Voilà. Il est né en 1980, il est né avec le coup d'État militaire de Kenan Evren en 1980. Il est né avec, si vous voulez, cette nouvelle Turquie. Et à l'âge de 20 ans, même avant, il a son passeport, il a envie de quitter cette partie. Et il a envie de venir en France chercher la gloire, la fortune, la richesse, enfin, tenter sa chance comme beaucoup d'autres étrangers. Ça, c'est le premier. Oui. La deuxième partie, c'est le Kurdistan d'Irak. Voilà, c'est le Kurdistan d'Irak. Il s'appelle Dara. Lui, il vit dans un petit village au nord d'Irak. Et lui, un jour, le passeur, il passe, il va lui montrer une photo, la photo d'une belle fille, Oui. brune, etc. Et lui, il va tomber amoureux de cette photo. Et son rêve, c'est de venir en France et de rencontrer cette photo. Et comme c'est le rêve de beaucoup de gens Oui, qui viennent bien à sûr, Paris bien pour sûr. plusieurs raisons. Ça veut dire on quitte chez soi pour plusieurs raisons, soit pour fuir l'oppression, chercher la liberté. Et la liberté aussi, ça peut être la liberté sexuelle, Oui, la bien liberté sûr. sentimentale et autre chose. Voilà. Mes personnages, comme ça, chacun va quitter sa région. Et voilà, les gens vont se trouver un jour d'automne à Porte d'Orléans. Et la deuxième partie va commencer. Mais ce que j'ai envie de dire, Youssef, c'est de la pure fiction. Ça veut dire ces gens D'accord. n'ont Toutes jamais ces existé. histoires-là, Ces c'est histoires, ton imagination. Mais c'est de une imagination qui a Par quand contre, même... chacun reflète la réalité politique dans son pays Oui, d'origine. justement, on peut saisir quand même certaines réalités parce que des fois, tu renvoies à des événements historiques véridiques. Là, par exemple, tu parles de l'accord d'Alger entre l'Iran et l'Irak le 6 mars 1975. Exactement. C'est très loin. Ça, c'était la fin de la révolution des Kurdes d'Irak. Oui. Il y a eu l'accord d'Alger, c'était en mars exactement 75, entre le Shah d'Iran et Saddam Hussein. Alors du coup, le Shah d'Iran a lâché un peu le général Mustafa Barzani et c'était la fin de tout un rêve. Alors le général, il s'est exilé. Après, il va trouver l'exil aux États-Unis et il va mourir là-bas. Bien sûr, la réalité, elle est omniprésente, mais la réalité est historique. Par contre, les personnages. Oui, les personnages, non, les personnages, on le voit. ça, c'est de la fiction. Ils sont imaginés, bien sûr. Hein, et ils sont imaginés, mais on voyage quand même dans le pays kurde. Hein. On est à Erbil, par exemple, pour le troisième personnage. N'est-ce pas? Le deuxième. Le deuxième, oui, effectivement. Alors, le deuxième, il va quitter son village. C'est vrai, c'est le deuxième. Le deuxième, il va quitter son. Alors, on a dit que le premier, il est un Kurde de Turquie, le deuxième est un Kurde d'Irak. C'est ça. Alors, il va se trouver à Erbil, la capitale. Il va se trouver là-bas et j'ai inventé aussi, j'ai des scènes incroyables, ça veut dire il va prendre l'autocar, il va tomber sur... Enfin, j'ai essayé de développer peut-être au lecteur, de montrer au lecteur la réalité qui est derrière ce personnage. Alors ce personnage, il arrive, il va passer sa dernière nuit dans la capitale, enfin dans la capitale, oui, et dans la citadelle d'Erbil. Et il est toujours là avec son passeur. Et le passeur, c'est le même passeur pour les 4 personnages. Il va passer la nuit là-bas et en principe, le lendemain, il va se trouver en Europe. Et ces passeurs-là, dans la réalité, c'est un métier, c'est des réseaux? Les passeurs, c'est un réseau. C'est des gens qui essayent de profiter de la misère des autres? Ah oui, ça c'est sûr et certain. Et c'est pas seulement profiter un tout petit peu, mais profiter énormément. Voilà, alors j'ai
J'ai inventé un seul passeur pour les 4 personnages, Oui. mais en principe c'est rare, hein, parce que les passeurs pour les Kurdes de Syrie, souvent, ne sont pas les passeurs pour les Kurdes d'Irak, ne sont pas pour les passeurs, etc. Oui. Alors moi j'ai inventé tout cela, le passeur va demander à chacun d'avoir le minimum sur lui et surtout un bout de miroir pour pouvoir se voir et se reconnaître dedans. Vous voyez ça, j'ai joué un peu avec les images. Et ils vont arriver tous les 4 avec leur passeur. Et en principe, comment ça se passe avec les passeurs? Ça veut dire que le passeur ne touche la somme intégrale ou la somme qu'à la fin. Qu'à l'arrivée Voilà, de celui qu'il projette, voilà, donc exactement. d'aider En à principe, aller en Europe, c'est voilà, ça? on passe un coup de fil aux parents pour dire maintenant ça y est, le passeur il peut toucher son argent. Alors moi par exemple j'ai des neveux qui sont arrivés en Allemagne ces derniers temps et Oui. je leur ai posé la question, alors j'ai dit combien vous avez payé? Ben, chaque personne paye 9 000 euros. 9 000 9 euros, 000 c'est euros énorme. voilà, de Syrie ou d'Irak, etc., pour les amener jusqu'à Berlin ou Jusqu'en Allemagne. Jusqu'en Allemagne. Et 9 par 000 exemple, les gens qui viennent de ton pays d'origine, de Syrie, si un passeur leur dit vous allez aller en Allemagne, quel sera le parcours, hein? Peut-être qu'il y en a plusieurs, mais quel sera-t-il? Alors le parcours avant, ça veut dire c'était la Turquie, Oui. et après c'était la Grèce, et après à partir de la Grèce c'était les pays ce qu'on appelait du Balkan, ça veut dire la Là, c'est un Bulgarie, parcours etc. terrestre, en fait. Voilà, Hein? terrestre. C'est la route, ils vont Mais faire par de la contre, route. entre la Turquie et la Grèce, il y a toujours la mer, Oui. ou il y a toujours un fleuve à traverser. En tout cas, mes personnages vont traverser un fleuve. C'est ça, et c'est pour ça que je te pose la question. Ce qu'on voyait récemment, ces derniers temps, c'était plutôt des gens qui étaient dans des petits bateaux, comme ça, en plastique, avec un petit moteur. On les voyait arriver parce que la frontière n'est pas jusqu'aux îles. Je ne parle pas de la Grèce, mais c'est plutôt des îles grecques. Vous voyez, les îles grecques, il y a des îles qui sont à quelques kilomètres de la Turquie. Alors, une fois arrivés en Grèce, ben, bien sûr, ils ont une sorte de laissez-passer et comme ça, ils vont traverser l'Europe de l'Est, ce qu'on appelait l'Europe de l'Est, pour arriver en Allemagne. Mais il y a des gens qui veulent aller encore beaucoup plus loin. Alors, on va les trouver après coincés à Calais ou à Sangatte dans le passé. C'est vrai. Voilà. Toujours en ce qui concerne la Syrie, donc il y a beaucoup de gens, bien sûr, hein, qui viennent, qui quittent leur pays, mais il y a aussi les gens qui restent sur place et qui se battent contre Daesh. Ah oui, mais ça veut dire heureusement qu'il y a des gens qui restent, mais je pense que si vraiment tout le monde avait la possibilité de quitter, je pense qu'il ne resterait même pas 3 personnes. D'accord. Voilà. Alors les gens qui restent sont souvent les gens qui n'ont pas vraiment les moyens, parce qu'il faut payer, comme j'ai dit. Moi j'ai dit 9 000 euros, mais peut-être il y a des gens qui paient beaucoup moins. Peut-être beaucoup plus aussi. Je pense que tout dépend de l'itinéraire que la personne veut avoir. Et alors, oui, moi quand quand je pouvais retourner en Syrie jusqu'à 2010, une fois j'étais à Damas et je voulais acheter peut-être des cadeaux, de la pâtisserie pour les amis. Et quand on voyait que je m'apprêtais à quitter la Syrie Alors, le monde entier, tous les gens de Damas voulaient être avec moi, à faire partie du voyage. Le Proche-Orient, malheureusement, c'était ça. Alors, voilà, cette phrase... C'était en quelle année que tu es retourné pour la dernière fois? 2010, en 2010, juste avant le conflit, au fait. Le conflit, c'était au mois de mars 2011. Et moi, je rentrais une fois par an. Je restais 15 jours ou un mois maximum. Ça me faisait énormément du bien. Et après, je retournais chez moi en France. Bien sûr. Voilà. Mais est-ce que tu es retourné depuis que la Syrie a basculé dans cet enfer? C'est tellement dangereux. C'est dangereux, n'est-ce pas? Alors déjà, par exemple, dans le passé, quand je rentrais, je prenais un billet d'avion pour Damas, je descendais à Damas, je passais une nuit. Le lendemain, j'avais 2 possibilités. Soit je prenais l'avion de Damas jusqu'à Kamishli, la ville kurde qui se trouve à l'extrême nord-est de la Syrie, qui est maintenant la capitale, ce qu'on appelle du Kurdistan, Rojava, ça veut dire de l'ouest ou de l'Occident. Oui. Et sinon, dans le passé, quand j'avais beaucoup plus de temps, je prenais l'autocar et l'autocar traversait tout le désert syrien. Alors je passais 2 heures déjà à Palmyre et comme ça j'avais toujours la possibilité de me promener là où il y a les ruines. Oui. Maintenant c'est impossible maintenant. Aller de ma région à Damas, la situation il faut a changé. absolument parce qu'entre maintenant Damas et ma région, il y a l'État islamique.
voilà, dont Donc les frontières on ne ne sont peut pas pas, nettes, on ne ne sont peut pas claires. plus faire Non, non, ce trajet-là. non. On fait juste une petite pause et on revient au débat. On Ça ira. revient donc au débat avec l'écrivain kurde Fawaz Hussein qui va publier donc le 2 juin prochain Orage pèlerin aux éditions donc du Serpent à plumes. Donc Fawaz, on disait que la Syrie n'est plus celle de jadis, celle d'aujourd'hui est un pays complètement presque, en tout cas, hein, démoli, n'est-ce pas, à tout point de vue, hein, même si il y a quand même une autorité à Damas qui est controversée, contestée. Et donc tout à l'heure, tu nous parlais de Palmyre. Tu as eu l'occasion de visiter cette cité antique. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cette cité? Alors, cette cité antique en arabe, ou plutôt en araméen, on l'appelle Tadmour. Et Tadmour, ça veut dire merveille, D'accord. miracle, merveille si vous voulez, parce qu'au milieu du désert, on voit cette verdure et on voit ces voies royales, ces colonnades et ces temples et ces amphithéâtres. Bien sûr, c'était vraiment merveilleux. Alors, bien sûr, il y avait beaucoup de gens aussi qui vivaient du tourisme, là, les gens qui promenaient les touristes, etc. Alors j'ai gardé d'excellents souvenirs de mon passage, de chaque passage par la ville de Palmyre. Et bien sûr, on se restaurait aussi là-bas aussi parce qu'il y avait des restaurants. Mais il y a 30-40 ans, il n'y avait pas grand-chose, mais c'est vrai ces derniers temps. Et qui est-ce qui a construit donc Palmyre? Ce sont les Romains? Palmyre, c'est très ancien. Palmyre, c'est grec? Du premier, non, c'est gréco-romain? C'est voilà, romain. Ça fait partie, si vous voulez, c'était le point à l'extrême ouest de l'Empire romain. Et l'architecture, c'est une architecture plutôt romaine. Et bien sûr, mais il y avait aussi les gens du pays. Bien sûr. À Palmyre, on parlait 2 langues, on parlait peut-être 3 langues, on parlait le grec aussi certainement. Oui, alors, à l'époque. Les gens du pays parlaient une langue, je pense que je ne suis pas vraiment spécialisé dans ce domaine, mais je pense qu'ils parlaient une langue proche de l'araméen. L'araméen, voilà, d'accord. L'araméen, Tadmour, ça veut dire, en araméen, ça veut dire... Et l'araméen, en tant que langue, peut-être que tu n'es pas... C'est une langue sémitique. C'est une langue sémitique, voilà, et les gens, bien sûr, les gens du pays, sont eux... On dit que la langue arabe a beaucoup pris de l'araméen. Est-ce que c'est vrai? Ce sont des langues cousines, si vous voulez. C'est comme, par exemple, l'espagnol, le portugais, le français. Ce sont des langues qui ont la même racine, la même origine, la même mère, si vous voulez. Il y a énormément de ressemblances entre l'hébreu et l'arabe. Mais bien sûr, pour le commun des mortels, nous, on ne voit pas. Mais si on fait quelques recherches, on va voir que c'est quand même... Oui, il y a beaucoup de termes jusqu'à aujourd'hui qui sont utilisés et qui sont les mêmes dans les deux langues, bien sûr. Voilà, c'est seulement la prononciation qui va changer. Voilà, c'est exactement comme le français et l'espagnol, disons. Voilà. Donc ils ont des origines communes. Je reviens au livre, donc à Orage pèlerin, et cette fois, on va plonger dans la deuxième partie. Et au petit matin d'une journée d'automne, on est déjà à Porte d'Orléans. Voilà. Alors ce voyage, combien il va durer? Il y a le kurde d'Iran aussi. Lui aussi, il va quitter, son passeur lui a demandé de quitter sa ville à l'extrême nord-ouest. Il va traverser en autocar tout l'Iran. Il va se trouver dans la citadelle de Bam. Cette citadelle qui a été presque complètement détruite par un tremblement de terre en 2004. C'est ça. Alors mon personnage, il va assister, si vous voulez, il va vivre ce tremblement de terre et il va être l'un des rescapés de ce tremblement de terre. Et mon personnage, celui-ci, là, qui s'appelle Sherko, ça veut dire Shirkou en persan, et en kurde, pardon, on dit Sherko, ça veut dire le lion des montagnes. D'accord. Et le lion des montagnes a entendu parler que en Europe, les chiens vivaient mieux que les humains. Alors son rêve, c'est de quitter ce Proche-Orient de toutes les misères, de tous les problèmes. Il a envie d'arriver en France et de vivre comme un chien, même de devenir un petit chien, un petit toutou, un petit chien de salon. Et vous voyez, alors voilà, il va vivre une aventure. Si vous voulez, voilà, lui, il arrive en France pour vivre comme un chien européen et surtout fuir
les turbans des mollahs et l'oppression et surtout l'oppression exercée sur les Kurdes d'Iran. C'est vrai, et tu racontes aussi les démarches que les migrants sont obligés d'accomplir au niveau de l'OFPRA. Donc, c'est normal. Cette structure qui s'occupe des migrants, voilà. C'est le passeport, ça veut dire le passeur leur dit, écoutez, voilà, vous êtes maintenant à Porte-d'Orléans, vous êtes à Paris, et regardez la ville, elle est là en face de vous. Elle étale toutes ses richesses, toute sa puissance, mais pour avoir accès à ces richesses, il faut avoir un passeport ou un titre de voyage, ou ça veut dire voilà, une autorisation de séjour bien sûr, travailler. Bien sûr. Alors bien sûr, on déclenche les démarches et j'imagine voilà, les 4 personnages qui vont formuler, quand même déposer la demande auprès de l'OFPRA. L'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides, je pense que c'est comme ça. C'est ça, oui. Et voilà, un seul va avoir ses papiers et 3 autres... Un seul va avoir le sésame, mais voilà, les autres ne vont pas se décourager, tout autant. Alors, ils vont, bien sûr, il y a des recours, mais... alors, si vous voulez, ça c'est, je ne veux pas dévoiler quand même. Bien sûr, on ne va pas tout dévoiler, bien sûr. Tout dévoiler, mais voilà, les 3 qui ne vont pas avoir leurs papiers, ils ne veulent pas rentrer chez eux. Oui. Impossible. Le Kurde de Syrie ne peut pas, le Kurde d'Irak ne peut pas, le Kurde d'Iran ne veut pas. Alors chacun va choisir quand même une autre destinée. Et bien sûr, c'est comme ça, je ne vais pas dévoiler. Oui, on ne va pas tout dévoiler, mais dans l'ensemble. Voilà, les Kurdes d'aujourd'hui. Pour dire que les gens qui réussissent, tout le monde ne réussit pas à avoir les papiers, etc. Il y a des démarches à faire. Et peut-être maintenant, pour les Syriens, c'est un peu plus facile, surtout en Allemagne. Mais dans le passé, dans les années 2000 ou même dans les années 90, c'était très difficile. Bien sûr. Il fallait attendre des années pour la réponse de l'OFPRA. Et en général, le peuple kurde, quand il va en exil, il va en France plus, ou bien en Allemagne, ou bien dans les pays scandinaves, ou bien en Angleterre, ou bien il va partout? Alors, on essaie d'aller partout, mais je pense que les Kurdes de Turquie se dirigent beaucoup plus vers l'Allemagne. D'accord. Voilà, pour des raisons peut-être économiques et peut-être historiques entre la Turquie et l'Empire ottoman et l'Allemagne. Les Kurdes d'Irak se dirigent plutôt vers la Suède et vers l'Angleterre, parce que souvent ils parlent la langue, et deuxièmement en Suède, parce que la Suède dans les années 80, même avant, facilitait beaucoup les démarches pour les Assyriens, pour tous les gens qui venaient du Proche-Orient. Les Kurdes de Syrie, maintenant, eux aussi, dans le passé peut-être ils allaient un peu partout, mais maintenant les Kurdes de Syrie actuellement, ils se dirigent tous vers l'Allemagne. Je pense qu'il y a 1 million, ils ne sont pas tous bien sûr, il y a des Irakiens aussi, il y a des Afghans parmi eux, mais les Kurdes de Syrie maintenant cherchent plutôt l'Allemagne, et à la rigueur la Suède. Et bien sûr, ceux qui peuvent aller rejoindre l'Angleterre, ils le font aussi, parce que l'Angleterre aussi est une destination quand même très prisée par les Et en France, alors les Kurdes qui arrivent en France, en général, ils viennent majoritairement d'un pays ou bien ils viennent de tous les pays? Alors, il y a bien sûr, en France aussi, il y a des gens qui demandent l'asile politique, mais je pense que pour des raisons économiques en France, surtout à cause de la crise du logement, très peu de gens veulent rester en France. Mais ceux qui sont déjà arrivés il y a quand même quelques années, ils viennent plus de Syrie ou bien d'autres pays? Non, ils viennent de tous les pays. Il y avait d'Iran, il y avait du monde entier. Dans le passé, il y avait beaucoup plus. Ces derniers temps, les gens cherchent plutôt l'asile politique en Angleterre, en Suède, en Allemagne et peut-être même en Hollande un peu. Mais ceux qui veulent vraiment rester en France, j'en connais pas beaucoup, mais je pense que l'année dernière, on a enregistré 25 000 demandes d'asile politique. Il y a des gens quand même surtout il y a une communauté chrétienne, irakienne, qui s'est installée dans la région autour de Sarcelles, où la communauté a une grande église. Voilà, il y a des chrétiens qui s'installent, peut-être beaucoup plus, c'est des chrétiens chaldéens ou assyriens ou syriaques qui s'installent en France. Alors Fawaz, tu nous parles du peuple assyrien, c'est un peuple ancien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ce peuple? Parce qu'en général, avant, dans ces pays-là, d'Irak et de Syrie, on ne parlait que d'arabes.
Déjà à peine si on parlait des Kurdes. Alors oui, dans le passé, bien sûr, les Kurdes n'existaient pas comme par exemple les Assyriens, mais peut-être les Kurdes avaient des ancêtres, on parlait des Mèdes. Oui, Alors les Kurdes disent que leurs ancêtres sont les Mèdes de l'Antiquité. Alors par contre, l'Empire assyrien est très connu, bien même sûr. mentionné, enfin mais c'est dans la Bible, parce qu'il ne faut pas oublier que la chute du mur du temple de... Enfin, Oui, voilà, oui. c'est C'est lié un à peuple ancien, c'est un peuple probablement le ancien. peuple qui a inventé l'écriture, n'est-ce pas? Alors, l'écriture, elle Euh, est née en Sumer, les Sumériens. Mésopotamie. Voilà. Au sud, il y avait les Sumériens. Je pense que les Chaldéens étaient au milieu. Et les Assyriens sont arrivés, c'était plutôt vers le nord. Et leur capitale était Ninive, D'accord, l'actuelle Ninive, d'accord. qui est à côté de Mossoul, maintenant qui est devenue la capitale de l'État islamique. Alors, mais bien sûr, ces trois identités, si vous voulez, Se sont côtoyés. se sont côtoyées, peut-être, et aussi une identité après l'autre, peut-être. Mais moi, je sais que pour les Sumériens, pardon, excusez-moi, les Sumériens, c'était dans le sud, oui, etc. Par contre, les Assyriens, on peut voir les vestiges des Syriens. Au Louvre, on peut aller au musée British Museum, on peut ou en voir tout Angleterre cela, aussi. en Oui, oui, bien Angleterre. sûr, bien sûr. Et la fin de leur empire, je pense que c'était en 623, quelque chose comme ça, je ne suis pas sûr, avant Oui, oui, c'est pas Jésus-Christ. grave. C'était la C'est fin. juste pour avoir une idée, hein. C'était avant. Bien Oui, sûr. oui, c'est ça. Et après, bien sûr, il y a eu. La Mésopotamie, c'est l'endroit, c'est ce que je crois, le pays où on a cultivé le blé pour la première fois et où on écrivait. On C'est écrivait pour à ça que l'époque, je revenais c'était vers des les tablettes Assyriens d'argile. pour dire que cette région, quand même, c'est un endroit où il y a eu beaucoup de peuples anciens qui ont Ah oui, inventé beaucoup de choses qui vont voilà. donc servir Parce à toute que l'humanité. Pourquoi cette région? Parce que la terre est très fertile et deuxièmement, elle est encerclée par le Tigre et l'Euphrate. C'est ça. Quand on dit la Mésopotamie, ça veut dire entre le Tigre et l'Euphrate. Et c'est vrai, le sol est très très riche et aussi riche en gisements de pétrole aussi. Mais à l'époque, dans le passé, Ça, on ne le savait pas à n'accordait l'époque, pas et hein. on n'accordait pas. C'était peut-être pour les bateaux aussi, peut-être un peu pour se servir du goudron pour les bateaux. On se servait bien sûr, c'était du pétrole, mais c'était une région très très fertile. Et Oui. elle l'est toujours. Et c'est pour ça les gens ont toujours cherché la proximité des fleuves, et de la mer et surtout la facilité. On ne va pas aller à l'extrême nord ou dans le désert pour créer une civilisation. Les Oui. civilisations sont nées dans des endroits où il fait bon vivre. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Je reviens à un de tes autres livres qui va paraître en poche, n'est-ce pas? Oui, alors ça c'est mon premier livre, enfin pas mon premier livre, Les Sables de Mésopotamie, qui est Oui, sorti en 2007 aux éditions Le du Rocher. sort en livre de poche chez Point Seuil Point en Seuil. novembre 2016 cette année. Voilà. Et C'est une belle initiative, hein, je c'est suis une très belle très content. collection, Ah hein. oui, ah oui, Félicitations, c'est merci une beaucoup. forme de Merci. consécration. Ah oui, je Est-ce suis que très tu très peux nous content. raconter un peu justement le sujet des sables de Mésopotamie, puisqu'on en Alors, parlait voilà, déjà? les Sables de Mésopotamie, c'est un enfant, c'est peut-être l'enfant que j'étais, j'avais entre 12 ou 13 ans, c'est le regard de l'enfant sur la réalité de sa région. Alors je parle d'abord, j'aborde la saga familiale et aussi je parle de ma ville, comment j'ai quitté le village pour m'installer dans la petite ville chez ma grand-mère, Oui, comment je suis allé à l'école coranique, comment je suis allé à l'école catholique aussi pour apprendre l'arabe, le français et être un bon musulman en même temps. Voilà, si vous voulez, c'est les 25 premières années de ma vie. Les 25 premières années de ma vie sont dans ce livre, Les Sables de c'est un Mésopotamie. peu la vie kurde en Syrie, on peut dire comme ça? Oui, oui, oui. Mais ce qui me fait souvent plaisir, c'est qu'il y a même des Français qui ont dit, mais moi aussi j'ai vécu plus ou Et moins bien sûr. c'est Ça la force ces de l'art, c'est événements. ça la force de Exactement. l'écriture. Ça Donc, veut dire l'enfance. toute une humanité peut se retrouver dans Exactement. plusieurs parcours, n'est-ce pas? Alors, le livre, je l'ai écrit quand j'étais bien sûr en France. Et alors, je vais reprendre peut-être une phrase de Roland Barthes qui dit « Il n'est pays que de l'enfance ».
Je pense qu'il dit ça dans Les Lumières du Sud-Est. Et c'est vrai, l'enfance, elle est toujours très, très importante. Et moi, bien sûr, c'est envie... probablement le territoire, le seul territoire partagé par toute l'humanité. Exactement. Alors, Youssef, je retourne à ta question, là. Oui. C'est vrai, alors, ce livre, je l'ai écrit, c'est un livre quand même, il est en 312 pages, grand format chez Rocher. Il va être en 365 pages. En édition de poche, point seuil. Et je suis très content parce que, d'abord, le livre a été épuisé. Et deuxièmement, voilà, c'est le premier volet d'une trilogie. Parce que le deuxième volet, c'est la prophétie d'Abouna. La prophétie d'Abouna, c'est 25 ans de vie ici en France. Et je voulais écrire la troisième partie de ce triptyque, mais malheureusement, il y a la guerre en Syrie. Je n'ai pas pu vraiment réaliser le troisième volet. Le troisième volet, tu pourras toujours imaginer. Bien sûr, bien sûr. Hein, tu écris toujours, tu es prolifique, et c'est très bien. Dans un autre volet, tu as écrit aussi, et c'est paru aux éditions Le Serpent à Plumes, prof dans une ZEP ordinaire. Voilà, alors ça, c'était ma première année dans une école, dans un collège très très difficile, dans une ZEP. C'était dans la région parisienne, dans le 9-3 comme on dit. Voilà. Et c'était un monde atroce, incroyable. Alors, je me suis dit que j'avais une chance quand même à saisir. Alors, c'est une sorte de journal, si vous voulez, si tu veux. Chaque jour, j'écrivais quand j'avais des événements assez importants, des choses vraiment très, très étonnantes et bizarres. Alors, c'est une sorte de journal. Ça commence, par exemple, le 22 septembre, après 24 septembre, octobre, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et ce livre a très, très bien marché. Il est sorti chez Le Serpent à Plumes en 2007. Et il m'a permis surtout de voyager parce que c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Il est toujours d'actualité. Toujours d'actualité, ouais. Et si je te disais aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce qui t'a marqué le plus pour synthétiser dans cette expérience de prof? Est-ce que c'est la différence entre ces zones qu'on a cataloguées de ZEP et ailleurs? Est-ce que c'est l'origine sociale des étudiants? Vous voyez, c'est une sorte de microcosme. Ça. Si je veux parler d'une ZEP, il faut parler de toute la société française, parce que vraiment, c'est une sorte de miroir qui reflète toute la réalité économique, politique, sociale de toute la France, au fait, n'est-ce pas? Voilà. Mais bon, dans le passé, quand j'étais encore beaucoup plus jeune, j'avais vraiment le courage d'aller affronter ces gamins plus ou moins livrés à eux-mêmes. Maintenant, franchement, je ne peux plus le faire. Tu n'as plus cette énergie. Tu penses que tu n'as plus cette énergie parce que c'est très difficile. Oui, voilà. Tu laisses ça aux plus jeunes, peut-être. Voilà, je laisse ça et le niveau, malheureusement, est en chute libre des élèves. Ça, tout le monde le dit, bien sûr. Et moi, avant, peut-être, j'avais beaucoup plus de vocation pour aller enseigner chaque matin. Je m'arrachais à mon lit, voilà, j'allais. Mais maintenant, avec l'âge, cette année, depuis 1 an ou 2, j'essaie de m'éloigner de l'enseignement et surtout de me donner corps et âme à l'écriture, à la traduction. Voilà, je trouve que ma voix, c'est plus ou moins maintenant, c'est ça. Tu as raison, et il faut produire le plus de livres dans l'imaginaire et dans le non moins imaginaire, si je puis dire ainsi. Et tu as eu aussi une expérience dans les pays nordiques. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ça, sur cette expérience? Je parle dans La prophétie d'Abouna. Oui, voilà. Ce livre est composé de 3 parties. La première partie, c'est mon arrivée en France. Et après, il y a 8 ans, je vais aller de 1992 à l'an 2000, je vais vivre en Suède et 3 ans en Laponie, dans le nord. Et après, mon retour, où je fais l'état des lieux et je décide à la fin de ce roman de 25 ans. C'est 25 ans de ma vie ici. 25 ans de vie en Europe. Voilà. Les sables de Mésopotamie, c'est 25 ans de vie en Syrie, au Kurdistan. Voilà. La prophétie d'Abouna, c'est 25 ans de vie en France et en Suède. Et la troisième partie, comme je vous ai dit, comme je t'ai dit, je ne l'ai pas encore abordée, mais ça va venir. Mais j'aimerais que tu nous dises quelques mots quand même sur ce pays, la Suède. La Suède quand même, qui a été peut-être à ce moment-là un pays accueillant, n'est-ce pas? La Suède m'a tout donné.
comme la France. Oui. Bien sûr, quand j'étais là, j'ai connu une expérience familiale, conjugale douloureuse, mais maintenant je me rends compte avec le recul que ce pays est un magnifique pays. C'est là-bas où j'ai commencé à publier mes premiers textes Voilà. en suédois. C'est là où mon livre est sorti, Le Fleuve, il est sorti en 97. 97, oui. C'est un pays tout simplement qui m'a beaucoup donné, et je dis maintenant merci la Suède. Tack Sverige. En suédois, c'est bien d'avoir de la gratitude, tu as raison, Fawaz Hussein. Hein, c'est toujours une façon de se réapproprier notre humanité à tous, parce que les uns et les autres ont des qualités, hein, les uns et les autres ont des défauts, mais peut-être qu'il faut axer sur les qualités, et c'est bien. Voilà, Youssef, je reprends exactement, j'enchaîne. Beaucoup de gens ne se sentent plus syriens. Pourquoi? Parce que la Syrie est un beau pays. Oui. Mais le pays qui ne te donne pas la sécurité, qui ne te donne pas une fonction, un travail, un salaire, la santé, l'éducation, ce n'est pas ton pays. Oui. Un pays où tu n'es pas sûr de te réveiller le matin. Ce n'est plus ton pays. Voilà, et pas en prison, etc. D'être un pays où tu n'as pas de rêve, où tu n'as pas d'espoir. Mais moi, puisque quand même, quand j'ai quitté la Syrie à l'âge de 24 ans, bien sûr, le rêve pour moi, c'est que la paix soit de retour, et que je puisse retourner. Mais est-ce que je vais pouvoir vivre éternellement, enfin toute ma vie là-bas? Non. Moi, comment j'envisage mon avenir? Je vais vivre une partie de l'année là-bas et une partie de l'année dans mon second pays, dans ma seconde patrie, la France, parce que je suis très très attaché à ce pays. Et je vais reprendre une phrase de Cioran. Cioran dit qu'est-ce que c'est qu'un pays? Quelque chose comme ça. Un pays, c'est une langue. Oui. La langue. Oui. Et un pays n'est rien d'autre que ça, une langue. Et moi, Cioran, qui est un excellent penseur, un monument de la littérature, oui, qui est un Roumain, qui a longtemps vécu à Paris, paix à son âme, bien sûr. Alors voilà, pour rigoler aussi, souvent je dis, j'ai fréquenté deux écoles, l'école coranique quand j'étais tout petit, et l'école sioranique après c'est bien dit, là. À Paris. Et pour Le Fleuve, alors, comment tu peux nous résumer ce livre? Alors Le Fleuve, il est sorti pour la première fois aux éditions Méréal, c'était en 97. Oui. On a eu une émission sur sur Le Fleuve. Oui. C'est 5 nouvelles. Je m'identifie à un Kurde qui arrive de Syrie, l'autre de Turquie, d'Irak, etc. Voilà, c'est des nouvelles et c'est mon premier livre. Et ce livre, bien sûr, c'est mon premier bébé. J'y tiens énormément. Et la chance que j'ai eue, c'est que ce livre a été réédité dans la collection Motifs en 2007 aux éditions du Serpent à Plumes. Le Serpent à Plumes, voilà. Exactement. Tu es aussi traducteur, Fawaz Hussein. Qu'est-ce que tu as traduit pour faire la synthèse? Alors voilà, la traduction. En réalité, moi, je traduis du français vers le kurde, du kurde vers le français. C'est ce que j'ai traduit L'étranger de Camus en 95. J'ai traduit Le Petit Prince aussi en 2015, la même année. Et j'ai traduit un roman d'un ami à moi, La poursuite de l'ombre. Je l'ai traduit du kurde vers le français. Il est sorti chez Phébus en 99, oui. Sous le titre La poursuite de l'ombre. Et l'année dernière, au mois d'octobre, j'ai traduit pour la première fois de l'arabe. Parce que voilà, sur Facebook, j'ai eu l'amitié d'un grand écrivain kurde syrien qui s'appelle Niroz Malek. Et qui vit toujours en Syrie? Qui vit toujours sous les bombes à Alep, qui est toujours là, qui refuse de partir. Et j'ai commencé à lire ses textes. Et je me suis dit, mais j'aurais bien aimé écrire moi-même ces textes. Et puisque je n'ai pas écrit ces textes, je vais essayer de les traduire. Je vais les traduire. Alors je les ai traduits, ces textes, et le livre est sorti tout de suite chez Le Serpent à Plumes. Je pense que c'était le 20 novembre ou octobre de l'année dernière. Et il y a aussi... c'est un livre qui a eu énormément de succès et qui continue à avoir beaucoup de succès. Énormément de succès. Pour Le Promeneur d'Alep, voilà. Niroz Malek, sorti chez Le Serpent à Plumes. Et il y a aussi un livre à venir, un roman. Tu m'en avais parlé tout à l'heure hors antenne, donc c'est un roman aussi, n'est-ce pas? Alors voilà, parce que ça fait 5 ans que je tourne en rond. Oui. Et je passe une grande partie de mon temps devant la télé, soit Al Jazeera, soit France 24, ou soit les chaînes françaises. Et voilà, je vis chez moi, à Paris, dans le 20e arrondissement.
Alors je décris en même temps les gens de mon quartier, les gens de mon immeuble, et en même temps, je suis obsédé, je subis la violence de chez moi à distance. Alors j'ai écrit 16 textes que je viens juste de terminer. Et je l'ai proposé à une maison d'édition hier. Je n'ai pas envie de mentionner très bien, le nom on ne de va la pas maison en d'édition. parler, Voilà. mais bon, mais Est-ce que ça va marcher? On ne sait rien. Ça va marcher, ça Voilà, c'est sûr. j'espère, C'est moi qui te le dis. Voilà. Et donc, cet exil-là, il nous poursuit parce que être là pendant des années et rester toujours accroché à son pays d'origine, c'est une douleur, Fawaz. Exactement, c'est une douleur, mais c'est une douleur aussi agréable, qui est devenue agréable avec le temps. Alors voilà, quand je suis en France, c'est vrai, je pense beaucoup à ma région, à ma ville, au Kurdistan, même à Damas. J'aime beaucoup la ville de Damas, à Alep, oui, où j'ai fait mes études. Et dès que je retourne au bout de 20 jours, 30 jours, Paris me manque. Vous voyez, alors je pense que maintenant l'exil que j'ai, c'est un exil plutôt choisi. Ce n'est plus l'exil, puisque quand on peut retourner, l'acuité diminue. Ça veut dire, exactement. La douleur, on peut l'accepter. Alors c'est vrai, j'accepte ma situation telle qu'elle est, mais quand je vois ce qui arrive à mon peuple, ça veut dire aux Syriens, ces Kurdes, ces chrétiens, ces Arméniens, dans leur ensemble, bien ces sûr. Arabes, bien sûr, je suis très très peiné. Je souffre beaucoup pour ces Syriens. Alors nous, on est là à Paris, et quand je vois comment les gens vivent, ma famille qui est restée là, dans la peur. Est-ce que tu as des nouvelles souvent de ta famille? Alors oui, le téléphone, ça marche. Il y a Internet aussi qui marche, et grâce aux réseaux sociaux, je peux demander la nouvelle de mes neveux, de tes proches, mes parents, bien sûr, de ma mère qui est restée au pays. Voilà. C'est-à-dire que malgré tous les problèmes, la vie continue? La vie continue, les gens se battent. Ce qui est étonnant, c'est que les gens sont très très courageux. Ils ne vont pas se décourager parce que nous, on est de loin, on dit mais comment elle peut vivre? Mais dès que par exemple les bombardements cessent, les gens sortent, les amoureux se cherchent, ils s'envoient des lettres, ils essaient de se rencontrer et on essaie d'acheter de quoi manger, de quoi vivre. Est-ce qu'il y a des livres qui sont publiés de là où tu viens? Ou bien est-ce que c'est rare? Ou bien est-ce que ça n'existe pas? Ça veut dire publier des livres en Syrie. Je ne sais pas si des livres sortent en Syrie, certainement, je pense. Parce que la Syrie, il y a deux parties. Il y a la partie qui est sous le contrôle du régime. Je pense que l'édition continue à marcher, mais pas comme dans le passé. Pas comme dans le passé, bien sûr. Elle est partout. Bien sûr. Et par contre, il y a pas mal, des centaines de livres qui sortent, qui concernent Palmyre ou la Syrie ou Alep. Chaque jour, il y a des livres qui sortent, qui parlent de l'État islamique, qui parlent des Kurdes. On parle pas mal des Kurdes, mais je suis désolé qu'on parle beaucoup moins des Kurdes de Turquie, parce qu'ils vivent une tragédie, mais personne n'en parle. Elle n'est pas médiatisée. Voilà, elle n'est pas médiatisée parce que pour le moment, tous les regards sont orientés, les caméras, les projecteurs sont orientés vers les Kurdes de Syrie et les Kurdes d'Irak. Et on oublie complètement aussi les Kurdes d'Iran. Qui sont souffrent opprimés, eux aussi. Bien sûr, ils n'ont pas de droit. Voilà. Eux aussi, ils revendiquent. On espère que la situation va s'améliorer. Malheureusement, on arrive au bout de notre émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose, Fawaz Hussein, ou bien un dernier mot. Je pense que non. Voilà, je souhaite bonne chance et bon vent à ce livre, parce que c'est vrai, j'ai énormément travaillé sur ce livre et mon éditeur aussi. Je remercie Pierre Biziou qui a vraiment fait un travail sublime. C'est lui qui a rédigé la 4e couverture. Et voilà, je remercie Rémi Pépin qui a réalisé la couverture. Je suis tombé tout de suite amoureux. Alors pour la couverture, si vous voulez, pour les gens qui ne savent pas pourquoi, alors voilà, j'ai cherché le chiffre 4 en écriture cunéiforme. Et 4 en écriture cunéiforme, c'est 4 clous. Voilà. Alors, pourquoi 4? Parce que c'est 4 parties du Kurdistan. Voilà. Et 4 pays 4 aussi. pays qui aspirent à la liberté, comme la Kabylie, comme le pays des Berbères. Il y a beaucoup de gens qui aspirent, beaucoup de pays qui aspirent à la liberté, et je te remercie de tout cœur. Mais je t'en prie, Fawaz, c'est moi qui te remercie d'être revenu dans le graffiti. Et effectivement, bon vent à Orage Pèlerin qui sort le 2 juin 2016 chez Serpent à Plumes. Donc merci Fawaz d'être revenu. Vous aussi mes amis, merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir. Merci.